Une présentation qui va forcément être ressembler à un gâteau marocain. Un gâteau marocain. Les gâteaux marocains que moi je connais, ils sont bien denses, bien nourrissants. Ah voilà. Bon. Donc Friedrich Hayek, les dates de Friedrich Hayek, 1899-1992. Ce sont des dates assez pratiques parce que quand on est à telle ou telle année du XXe siècle, 1944, eh bien l'individu il a 45 ans, paf. Hein, c'est facile à le situer en âge. Je vais organiser mon propos en 3 parties d'importance inégale. Une première partie, très brève, c'est un parcours express de la vie de Hayek, mais vous trouverez dans la trace écrite un parcours plus développé. Comme d'habitude, vous connaissez ça. Donc, le parcours express, donc 1899, je vous l'ai dit, c'est à Vienne qu'il est né, et 1992, c'est à Fribourg en Brisgau. Il a obtenu 2 doctorats, un en droit à 22 ans, obtenu à 22 ans, et un autre en sciences politiques, obtenu à 24 ans. Et puis les années passent, et en 1931, eh bien, il est concerné par quoi? Par le nazisme, et il s'exile à Londres, où il va trouver une place d'enseignement, un poste d'enseignement à la London School of Economics, et il va y rester une quinzaine d'années, dans les années 1930 et 1940. On a déjà rencontré Hayek quelque part dans une des conférences que j'ai faites, c'est lors du colloque Lippmann. Il est participant du colloque Lippmann. On a dit aussi qu'il parle très peu. Hein. Il parle très peu, mais bon, il est quand même là. Et il n'a pas empêché que le colloque Lippmann débouche sur l'agenda du néolibéralisme. S'il avait voulu l'empêcher, il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Quelques publications ou quelques événements particuliers. Une publication qui est c'est sûrement la plus publique, la plus connue, La route de la servitude, The Road to Serfdom, 1944. Traduction française, la même année, par la librairie de Médicis, et un abrégé de cet ouvrage, publié par une publication américaine extrêmement connue, qui existe encore. Un petit format comme ça. Le Reader Digest. Le Reader Digest publie ça existe encore un résumé. Et oui. Le Reader Digest, il faut le dire, c'est le navire amiral de la propagande américaine en Europe. Bah, 800 000 exemplaires diffusés en France, en français, en 1945, donc un an après la publication du livre. C'était un mensuel. Alors, le Reader Digest, c'est un mensuel. Hein. Mon père était abonné, je sais qu'il recevait. Toutes les familles de pauvres étaient abonnées. Ouais, c'est vrai. Il y avait des... Nous, on était... ça? Toutes les familles de pauvres. Oui, Ouais. mais ma famille était abonnée.
Ouais, moi aussi, hein, Et j'ai est-ce que des vous avez ateliers, 800 d'autres 000 enfants. en France En France. ou aux États-Unis? Non, Ah non, en non. France. En France. C'est pas mal, hein. 8 millions Ça me aux semble beaucoup, hein. États-Unis. Ah, c'est ce que j'ai lu. Hein. Moi, c'est ce que j'ai lu il y a un quart d'heure Ah bon? sur Wikipédia. Ah bon? Avant de venir, j'ai fait les révisions. Qu'est-ce qu'il disait? Non, c'est pas précisé, mais je pense que c'est aux États-Unis, mais je ne suis pas sûr. D'accord, Aux je États-Unis, vérifierai. c'est Combien? C'est déjà beaucoup, vous savez. Quel chiffre Parce t'as qu'après la donné? guerre, 800 000. il n'y avait, Ah, moi, je pense que c'est il y avait pas tellement Je d'impression. pense que c'est la Ah non, mais Moi, c'est j'avais étonnant. Même si c'était subventionné, puisque comme vous dites, c'était Ouais, ouais. un Oui, instrument. c'était un instrument. Alors, une date particulière aussi, c'est 1947. C'est l'année où Hayek crée la Société du Mont Pèlerin, qui va s'illustrer pendant plusieurs décennies. Elle est plus que plusieurs décennies, elle existe encore. Elle existe encore. Une société pas secrète, mais discrète. On va dire ça comme ça. Les membres ne devaient pas se prévaloir de leur appartenance à la Société du Mont Pèlerin. Celle-ci organisait un colloque tous les 2 ans et il remuait un sujet, hein, bien entendu. Et donc il y a deux grandes signatures qui ont été membres ou présidents de la Société du Mont Pèlerin. Hayek va la présider jusqu'en 1961, c'est-à-dire pendant 14 ans. Et ensuite, il passera la main. En 1950, peu de temps après la Deuxième Guerre, il intègre l'Université de Chicago, non pas pour enseigner l'économie, ce que l'on pourrait croire, mais pour enseigner les pensées sociales. Quelqu'un s'était opposé à ce qu'il enseigne l'économie à l'Université de Chicago. Qui enseignait l'économie à l'Université de Chicago? Milton Friedman. Donc il a opposé son veto. En 1955, donc à Chicago, Hayek crée l'Institute of Economic Affairs, qui est un think tank. Je n'en sais pas plus sur cet organisme. En 1960, il publie la Constitution de la liberté. Donc c'est une constitution, la constitution vue par Hayek, telle qu'elle devrait être. Il la publie en 1960. La traduction française, elle va intervenir, tenez-vous bien, en 1994, 34 ans plus tard. Donc ça vous donne une petite idée de la médiatisation ou de l'image ou de l'intérêt que l'on portait à Hayek dans la grande édition, dans les milieux de l'édition pendant ces années-là. Il retourne en 1962 étudier en Allemagne et il revient dans sa ville de cœur, Fribourg en Brisgau, pour enseigner l'économie à Fribourg en Brisgau. Et c'est là qu'il va prendre sa retraite en 1968. Je passe les années. En 1974, il va être honoré de prix Nobel d'économie. Milton Friedman le recevra en 1975, un an après, ou en 1973, un an avant. Donc là, vous avez des signaux, ça c'est important, 73-74, 74-75, l'establishment met pousse en avant Friedman et Hayek. Et 73-74, c'est exactement au même moment qu'est fondée, ça je l'ai évoqué je ne sais plus quand, la commission trilatérale, financée, créée sur l'idée de, et financée par
Rockefeller. Donc la commission trilatérale, c'est l'organisme qui va sonner la mise en branle de l'offensive néolibérale. Viendront après, pour ce qui est des politiques, Reagan et Thatcher. 79 et 81 sont Reagan et Thatcher. Et la commission trilatérale, elle va préparer le terrain. L'un de ses premiers rapports, c'est le rapport sur la crise de la démocratie. Je l'évoquerai dans 15 jours. Son grand ouvrage à Hayek, c'est Droit, législation et liberté, publié en 3 volumes, 73, 76 et 79, publié en français en 80, 81 et 83, donc avec un écart qui tente à se réduire au fil des tomes. C'est l'effet du prix Nobel, ça. C'est l'effet du prix Nobel. Son dernier ouvrage, La présomption fatale, les erreurs du socialisme, il avait consacré sa vie à la lutte contre le socialisme et le collectivisme. Son dernier ouvrage porte sur ce sujet, 1988, traduction française en 1993. Voilà quelques dates. Ça ne dit pas beaucoup de choses, mais ça donne quelques repères sur Hayek. Alors maintenant, le gros morceau, c'est les idées forces. Je vais commencer par 3 thèses qui ont un caractère général, structurant, plutôt philosophique, et je continuerai sur des thèses qui portent sur l'État, l'économie, la politique, etc., le droit. Tout d'abord, 3 thèses générales structurantes, j'ai dit. La première, elle porte sur l'homme, avec un H majuscule. Là aussi, je vous indique que je vous présente une synthèse. Dans la trace écrite, vous trouverez quelque chose de plus long. Mais dans cette synthèse, j'ai essayé d'y mettre les mots-clés, les mots magiques, pour Hayek en tous les cas. Thèse sur l'homme. Pour Hayek, l'ordre du monde, l'ordre du monde, s'il est un produit de l'activité humaine, ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas nier. L'homme a produit le monde, il a produit son monde. Donc l'ordre du monde est un produit de l'activité humaine, mais il n'est pas le produit d'un projet humain. L'ordre du monde est le produit de l'activité humaine, mais pas le produit d'un projet humain. Aucun dessein conscient et rationnel n'y a présidé. C'est un édifice sans architecte, qui procède surtout de quoi? De la coutume et de la tradition. Voilà, tout ça, ce sont des mots magiques dans la pensée de Hayek. Hayek dit « Nous faisons beaucoup de choses par imitation, par essai et erreur, sans y penser, sans chercher à les comprendre. Nous dégageons ainsi progressivement des routines, des habitudes qui rendent nos comportements prédictibles. » Hayek parle, à cet égard, de règles de juste conduite, qui se situent quelque part entre l'instinct, instinct-émotion, et la raison, quelque part entre les deux. C'est ainsi que la civilisation avance, dit-il. Font typiquement partie de ces règles de juste conduite les règles de droit, de la morale et de la coutume. Et elles procèdent, ces règles de juste conduite, de 3 lois fondamentales
on a presque envie de dire de trois obsessions de Hayek, trois lois fondamentales, l'inviolabilité de la propriété, mot magique chez Hayek, pensée magique chez Hayek, la liberté de contrat. On a déjà vu que dans le capitalisme, la liberté de contrat, c'est quelque chose de fondamental. Et l'obligation de tenir les promesses contenues dans ces contrats, le respect des contrats. Propriété, contrat, respect des contrats. Voilà. Et ça, ce sont des thèses sur l'homme, je le rappelle. Ce ne sont pas des thèses sur le capitalisme, c'est pas ça du tout. Ce sont des thèses sur l'homme. Voilà. Vous avez beaucoup plus de détails dans la trace écrite. Maintenant, deuxième type de thèse préliminaire, sur la connaissance. Sur la connaissance. Pour comprendre les phénomènes sociaux et le marché, il faut partir de l'agent individuel. Ça s'appelle comment en philosophie? Ça s'appelle l'individualisme méthodologique. En sociologie aussi d'ailleurs. L'individualisme méthodologique, par méthode on parle de l'individu. Mais cet individu, cet agent individuel, il ne dispose que de connaissances parcellaires. Sans compter que beaucoup de connaissances ne sont pas formelles ou scientifiques, formalisables, mais simplement pratiques. C'est du know-how, dit Hayek, du savoir-faire. C'est de la pratique, c'est de l'expérience. Là aussi, donc, on retrouve cette notion d'habitude qui est chère à Hayek. Je passe voir la trace écrite pour plus de détails. Et troisième série dans ce premier groupe de thèses préalables, c'est sur la science. Hayek dit « il n'y a pas d'unité de la science ». Qui dit qu'il y a unité de la science? Vous savez bien, c'est le scientisme, en gros, pour faire court et pour faire simple. Lui, il dit non, il n'y a pas d'unité de la science. Il y a les sciences naturelles d'un côté et les sciences sociales de l'autre. Et celles-ci, les sciences sociales, et les sciences sociales d'un côté et les sciences naturelles de l'autre, chacune doit vivre leur vie. Les sciences sociales ne doivent pas se laisser contaminer par les sciences naturelles. Sinon, on tombe dans le scientisme. Par ailleurs, dit Hayek, soyons humbles, nous ne pouvons appréhender le monde dans sa complexité. Nous ne pouvons appréhender le monde dans sa complexité. Là aussi, c'est l'autre façon de le dire, c'est l'option pour la rationalité limitée. Voilà, les trois thèses préalables, préliminaires, qui, vous allez le voir très vite, dont le contenu se retrouve dans les thèses suivantes sur le droit, la société, l'économie, l'État, etc. Alors, un paquet d'une demi-douzaine de thèses maintenant qui découlent de ce que je viens de dire. Hayek dit la distinction traditionnelle entre ordre naturel et ordre artificiel, il faut l'enrichir, et il l'enrichit en intercalant ou en ajoutant un troisième type d'ordre, c'est l'ordre spontané. Ordre spontané, on peut aussi dire auto-organisé. Dit autrement, dans un ordre spontané, dit Hayek, les individus sont des acteurs mais pas des pilotes. Ils agissent mais ils ne dirigent pas.
on retrouve la thèse sur l'absence de projet. Pourquoi? Eh bien parce que cela tient à l'extrême complexité de l'ordre spontané que nul individu ne peut maîtriser, alors que les organisations créées par l'homme, y compris l'État, peuvent toujours être ramenées à un ou à plusieurs objectifs ou caractéristiques ou variables, ou à un organigramme, ou à des moyens, un type de fonctionnement, etc., etc. Voici ce que dit Hayek de l'ordre spontané en 1965 dans Kinds of Rationalism. L'ordre spontané est une méthode générale pour créer indirectement un ordre dans la situation où les phénomènes sont beaucoup trop complexes pour nous permettre la création d'un ordre en mettant séparément chaque élément à sa bonne place. L'ordre spontané, explique de son côté d'Ostaler, est le résultat de l'action humaine sans être pour autant le fruit d'un dessein conscient, sans avoir été voulu et construit rationnellement. Telles sont les grandes institutions sociales, le langage, la morale, le droit, la monnaie, le marché. Aucun esprit humain n'a consciemment planifié ces institutions, qui sont le résultat d'une longue évolution historique et qu'on ne peut supprimer par un acte volontaire sans risquer le retour de la barbarie. Voilà, donc la notion d'ordre spontané, elle est étroitement liée, je le rappelle, à la division de la connaissance que j'ai évoquée il y a quelques minutes. Et ce lien, il est le suivant. L'ordre spontané, dans la mesure où il permet de procéder à la mise en ordre de l'inconnu, apporte une solution au problème de la division de la connaissance. Science naturelle d'un côté, science sociale de l'autre. Lui, l'ordre spontané, je les rappelle, le langage, etc., etc., que Hugues a énuméré tout à l'heure, il y a quelques secondes, langage, morale, droit, monnaie, marché. L'ordre spontané, lui, il agence au fil du temps tout cela. Il fait fonctionner tout cela. Et donc, on va dire que l'ordre spontané, il réduit l'ignorance et l'incertitude. Concrètement, dit-il, les règles d'un ordre spontané finissent par gouverner l'action des individus parce que lorsqu'ils les appliquent, leurs actions s'avèrent plus efficaces, mieux réussies que celles d'individus ou de groupes concurrents. D'Ostaler précise ainsi les choses. Cette efficacité accrue se mesure en termes de croissance démographique et de croissance économique. Les groupes suivant les règles de conduite les plus efficaces se voient croître leur bien-être, sont en mesure d'élever plus facilement et de plus nombreux enfants et même d'aborder plus d'étrangers. Dès lors, leur progression fait boule de neige. À cette notion d'ordre spontané, Hayek associe celle de tradition. L'ordre spontané est transmis à travers le temps par la tradition. Voici ce que dit Hayek dans Droit, législation et liberté. Les structures formées par les pratiques traditionnelles des hommes ne sont ni naturelles au sens de biologiquement déterminées, ni artificielles au sens de produites par un dessein intelligent, mais le résultat d'un processus comparable au vannage ou au infiltrage, guidé par les avantages différentiels acquis par des groupes du fait de pratiques adoptées pour quelques raisons inconnues et peut-être purement accidentelles. Il y a quand même une remarque là, depuis qu'on a commencé, il y a en permanence quelque chose qui revient, c'est l'incertitude, la rationalité limitée,
la complexité qui n'est pas décryptable, qui n'est pas pénétrable, etc., etc. Vous voyez le climat intellectuel dans lequel nous sommes plongés, hein, avec Hayek. Si par exemple une société installe un système scolaire, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi, je ne vois pas ce qu'il y a de incertain là-dedans. On se dit, tiens, si les gens ont un certain niveau intellectuel, on va pouvoir leur demander des choses qu'on ne peut pas demander aux autres. Pourquoi tout devrait être dans le flou? Il y a plein de choses qui fait référence au Gosplan de l'époque, où avec le peu de connaissances, il n'y avait pas d'ordinateur, etc. Mais quand même, le Gosplan prétendait sur 5 ans prévoir tout ce qui allait se passer, les approvisionnements, les productions, les répartitions. Bon, et ça n'a jamais marché, quoi. Alors, donc c'est par rapport à ça, par rapport à ce... Il est certain que l'une des obsessions cardinales de Hayek, c'est le collectivisme. C'est une obsession cardinale. Ce n'est pas un hasard si l'un de ses premiers ouvrages, disons, médiatisés, c'est La route de la servitude, en 1944, et si le tout dernier, en 1988, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la présomption fatale, les erreurs du socialisme. C'est par hasard, c'est le même sujet. Hein. Le titre en anglais est plus évocataire pour la route de la servitude. The Road to Serfdom. C'est plus évocateur, pourquoi? Parce que c'est le tout serfdom. C'est la route vers la servitude. On aurait dû traduire le titre La route vers la servitude. La route de la servitude, c'est ambigu. Ce n'est pas la pensée de Hayek, la route de la servitude. Et la route vers la servitude, c'est le collectivisme. Dès que une société se pique d'organiser tel ou tel service public, pour Hayek, c'est du collectivisme naissant. Et il considère, il dit quelque part, ça doit être dans la trace écrite, sauf erreur de ma part, que dès qu'une société quitte le modèle pur, alors modèle pur du laisser faire, laisser passer, voilà. Oui, ça prête à sourire, mais dès qu'elle quitte le modèle pur, elle est déjà sur la route de la servitude. Et l'ordre spontané, franchement, je ne vois pas. C'est déroutant, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il a besoin de ça que l'homme pour- est ballotté comme un panthère, et puis d'un seul, les gens se voient pas, enfin ils se côtoient, et puis d'un seul coup, par l'ordre spontané, ils font un truc, et puis ça marche. C'est ça ce que je voulais dire. C'est exactement Quand je dis, ça. une Et société puis, qui instaure un système scolaire, ça vient de purement Voilà, l'homme est... traditionnel, ni par hasard, c'est Voilà, pensé, si- c'est réfléchi. S'ils Il y a font Michel qui voulait dire société, quelque chose. Ouais. en fait, Est-ce qu'il a s'ils font besoin de so- ça? Est-ce qu'il a besoin de cet ordre spontané pour justifier la non-intervention? Oui, Ah, Alors, c'est ça. je termine ma réponse. Ouais, c'est ça. Je termine ma réponse. Et avant votre réponse, si vous permettez, donc non seulement, enfin, quand vous parlez de collectivisme, 44, il avait en tête non seulement le communisme en Union soviétique, mais le nazisme, c'est-à-dire à chaque, oui, qui est collectiviste, C'est clair, c'est clair. qui est avec une idéologie, qui sait, enfin, qui prétend savoir, et qui organise tout, l'éducation, le je sais pas quoi, le sport, et le loisir. C'est clair. Mais je fais une petite réserve parce que, alors attention, je ne veux pas dire que Hayek aurait été sympathisant nazi. Attention, je ne le dis pas. Mais Hayek a été un fervent partisan de Pinochet. Ah non, c'est pas...
je ne les mets pas sur le même plan. Mais Hayek a dit très clairement qu'il préférait une dictature qu'un régime démocratique avec des dimensions telles qu'un service public de l'enseignement, etc. Comme Kissinger, quoi. Oui, voilà. Si, Hayek... Oui, mais si quelquefois on vous demande de choisir entre le choléra et la peste, c'est pas parce que vous choisissez le choléra que vous êtes pour, vous voyez. Non, mais là, en l'occurrence, il ne choisissait pas, il était actif. Quand Pinochet a fait le coup d'État au Chili, les Chicago Boys étaient présents, de Friedman, étaient présents à Santiago du Chili le jour même où le coup d'État, ou les jours même où le coup d'État était en train... Non, mais c'est la CIA qui a financé voilà. le syndicat. Et quelques semaines après, Hayek était dans le bureau de Pinochet pour lui présenter la Constitution de la liberté. Ça ne veut pas dire qu'il était pour les tortures, enfin, toutes les exactions qu'il y a eu. Il a rencontré 2 fois Pinochet, il a toujours exprimé son assentiment pour la politique économique. Je n'ai jamais vu d'expression sur la torture, etc. de Hayek. Moi non plus, je ne sais pas. Ouais. Je n'ai jamais vu. Mais sur la politique économique et sociale de Pinochet, Hayek était complètement d'accord. De la même manière qu'on pouvait dire que l'Union soviétique a un bilan globalement positif, sans forcément approuver trois aspects qui étaient... Mais d'autres aspects qui étaient aussi meurtriers, etc. Bien entendu. Mais c'est juste pour dire que je pense que Hayek avait une détestation beaucoup plus forte du régime soviétique que du régime nazi, mais encore une fois, je le disais... je parle de 1944, hein. À l'époque, les deux étaient... disons, en activité, on va dire. Mais ce qui a constitué une des épines dorsales de son œuvre, c'est la lutte contre l'URSS, de Hayek. C'est la lutte contre l'URSS, contre le système soviétique, contre le collectivisme. Ça revient en permanence dans ses ouvrages. Les expressions qu'il a pu avoir sur le régime nazi, j'en connais finalement pas beaucoup. Pourtant, il a fui. Il a fui. Voilà, il a fui. Ça, c'est clair. Il peut fuir et penser que c'était quand même drôlement bien organisé. Voilà. Des choses comme ça. Il a fui le régime nazi. Non, je pense qu'il a été critique. Justement, parce que c'est une pensée totalitaire. Ouais. Alors, mais l'ordre spontané, franchement... Alors, l'ordre spontané, je reviens sur l'ordre spontané, oui, je disais, c'est une notion qui permet d'ancrer les individus dans le temps long, dans la tradition, l'habitude, les comportements répétitifs et prédictibles. Ouais. C'est ça, c'est quelque chose de redoutable. Parce qu'il cloisonne tout, alors. Il ne cloisonne pas, il dit... Après, si j'ai bien compris, il y a donc cet ordre spontané, et du coup, l'ordre spontané s'étend sur la nature des connaissances. Tu peux pas utiliser les sciences pour réfléchir à l'histoire et... Ah oui, parce qu'il cloisonne. Parce qu'il cloisonne tout. Il cloisonne. Ça circule comme ça. Il cloisonne. Vogue la galère. Il y a une question qui m'intéresse. Quelle était sa position par rapport aux religions? Ah oui, c'est vrai ça. J'ai pas de... Lui-même, il a des origines juives, non? Il a des origines juives. Non, je pense pas. Non, je crois pas. Non. Pourquoi il a quitté l'Allemagne en 40? Parce qu'il n'était pas d'accord avec le régime. Il n'était sans doute pas d'accord avec le régime. Il est en 31. Hein, ou bien il était... Un de ses profs, oui, von Mises, etc. Le Ludwig von Mises. Voilà, lui, il était juif, oui. Oui. Il y a une autre explication éventuelle, c'est qu'il était positivement attiré
par la London School of Economics, qui était dirigée à l'époque par un économiste dont il était très proche, qui était venu, qu'il avait fait venir en Allemagne. Et qui est J'ai oublié le nom, mais c'était un économiste dans la même lignée que Hayek. Et d'ailleurs, le directeur de la London School of Economics a embauché Hayek aussitôt. Et le prestige de l'époque, enfin le prestige de cette école à l'époque. Il était énorme. Voilà. Il était énorme. Absolument. Parce que c'était aussi l'école où enseignait Keynes. Donc, mais Keynes, lui, était en désaccord avec le directeur. Keynes, je vous rappelle, la théorie générale, c'est 1936. 1936. Donc, mais il enseignait là. Donc cette école était réputée, peut-être que Hayek a été attiré par la London School of Economics. Si j'ai posé la question sur la religion, c'est venu par rapport à ce que tu disais. Ah oui, il y a une sorte de destinée naturelle de l'homme, il faut s'y conformer, ne vous faites pas trop soucis, je vais vous dire ce qu'il faut faire, des trucs comme ça. C'est une façon de déresponsabiliser la tradition, l'habitude. Ah ouais. Voilà. Mais Et dans un système comme ça, il n'a pas besoin de transcendance divine. Non, mais c'est l'ordre spontané. Mais qui en tient lieu. Bah, c'est Dieu. Qui en tient lieu. Ouais, moi, je Mais pense. c'est pas une transcendance divine. C'est c'est immanent. Oui, voilà. C'est la matériel. production elle-même. C'est immanent à la société. Pour répondre à ce que vous dites sur l'ordre spontané, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a des techniques, il y a des modes d'organisation qui apparaissent, et si c'est productif, enfin, si c'est intéressant, on les conserve. On prend. Non, mais on les conserve, voilà. C'est pour ça qu'ils se forment petit à petit. Alors à la fois c'est spontané, mais en même temps, au bout d'un moment, on le conserve. Et on le transmet. déifie parce que c'est Voilà, spontané, c'est ça, et c'est tout ça. va bien. Quand j'ai présenté l'ordre spontané, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la façon dont Hayek explique l'ordre spontané, on sent qu'il est très influencé par Darwin, encore lui. Encore lui. La théorie de la sélection naturelle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les groupes humains, attention, les groupes, les populations végétales ou animales, attention, ne nous trompons pas, que les populations d'individus, c'est pas forcément humain, hein, d'individus au sens scientifique du terme, population végétale ou animale. Quand ces populations adoptent, il faut le mettre entre guillemets, puisque derrière adopte, il y a une notion d'intention. Hein, mais disons, quand la vie fait que des populations adoptent un comportement, une attitude, un mode de relation avec la nature ou avec les autres individus de la population dont ils font partie, quand ils adoptent un comportement qui débouche sur la réussite, qui est raccord avec la configuration naturelle. Ces populations, là je vais presque retrouver les mots de Hayek, elles peuvent voir leur effectif grandir. Le fait qu'elles grandissent fait qu'elles se retrouvent en meilleure position au cycle suivant pour affronter la sélection naturelle. Et de génération en génération, vous avez comme ça des populations d'individus qui, ayant, par la sélection naturelle, se retrouvant avec des membres mieux adaptés ou des capteurs sensoriels mieux adaptés, que sais-je, une fourrure, etc., eh bien, gagne la sélection. Bien.
Là, je ne pense pas à des Et la êtres humains, survie. je Et pense la à survie, des tout animaux. simplement, oui. Et la survie. Et à la survie. Bien. Et donc, la population grandit. Eh bien, la façon dont Hayek définit l'ordre spontané, c'est celle-là. Ah ouais. C'est celle-là. Ah oui, oui. Il est influencé par Darwin. Souvenez-vous, je l'ai évoqué déjà une fois ou deux. Oui, oui, oui. Darwin, c'est celui qui domine la pensée 2e, 19e siècle et début du 20e. Il domine le paysage intellectuel. Et Hayek, sans aucun doute, il est influencé par ça. J'avance. Donc je passe aux thèses sur... je suis aux thèses sur la société, l'économie, l'État, etc. La tradition n'est pas figée, dit Hayek. C'est important, c'est fondamental, c'est structurant, mais ce n'est pas figé. La tradition de la horde, par exemple, que Hayek qualifie de société close, ne peut pas être la même que celle de la société ouverte, qui est la nôtre aujourd'hui. Société ouverte, vous vous souvenez, hein, The Great Society, que nous avons thématisé depuis 2 ou 3 conférences. La société close, c'est une société de face à face, alors que la société ouverte, non. C'est une société de communication tous azimuts, et on finit, à la limite, comme nous aujourd'hui, par ne plus savoir avec qui nous sommes en communication. Et évidemment que la façon de se donner un chef ne peut pas être la même dans une société close ou bien dans une société ouverte. Dans le premier cas, on va obéir à des règles qui vont plutôt avoir tendance à être pratiques, éprouvées dans la relation de face à face, alors que dans la société ouverte, eh bien, on va plutôt obéir à des règles qu'on va dire abstraites. Elles ne sont pas imputables à un individu ou même à un groupe. Elles sont là, et nous retrouvons là la notion d'ordre spontané de Hayek. Elles sont là, percolées par la tradition. Moi, ce qui me dérange un peu, si on dit Hayek se base sur les règles de Darwin, ou ce qu'il a trouvé, comment faire le parallèle avec les êtres humains? Quand les plantes s'adaptent par rapport à leur environnement pour survivre, c'est une chose. Mais un être humain, il peut faire beaucoup plus qu'une plante ou un animal. Nous, on a une réflexion, une analyse des choses, on peut réfléchir, on peut prévoir. Donc, comment on peut faire si facilement une analogie appliquée, ce que tu viens d'expliquer par rapport aux plantes ou je sais pas, aux unicellulaires, avec ce que nous, les êtres humains, sont capables de faire. Il n'y a pas photo entre les deux, pour moi. Alors, tu es en train de reformuler une des grandes questions qui se posent à propos de Darwin. Je l'ai évoqué une fois aussi, ça. Qui se posait, Pardon? qui se posait, on peut dire. Oui. Ça fait partie du passé. Hein. Darwin, Oui. oui, mais le darwinisme, non. Oui. Le problème, c'est que Darwin publie la théorie des espèces en 1859. La théorie des espèces de 1859, il faut le savoir, il faut bien le retenir. Ça porte sur quoi? Sur le monde végétal et animal. Végétal et animal. Qu'est-ce qui s'est passé qui est à la source d'une quantité invraisemblable de quiproquos à propos de Darwin au fil des décennies? Ce qui s'est passé, c'est que un ouvrage qui s'appliquait au végétal et à l'animal a été appliqué à l'humain. Tu te retrouves, t'es petit, a été appliqué à l'humain. Pourtant, Darwin a publié le tome 2, la suite,
de la théorie des espèces, qui s'intitulait en anglais The Descent of Man, la filiation de l'homme, en 1871. Et là, il y a un petit problème, c'est qu'il y a 12 ans d'écart. Les 12 ans, ça a été 12 années d'attente impatiente de la part des gens qui avaient le premier tome et qui attendaient le second, et qui n'est venu qu'en 1871. Et il y en a un qui n'a pas attendu le deuxième tome et qui a appliqué à la société, au règne humain, les thèses du premier tome, c'est Herbert Spencer, le darwinisme social. Herbert Spencer. Donc, il publie dans ces années-là. Ils sont collègues, ils se voient, ils se rencontrent, ils dialoguent. Il publie dans ces années-là une œuvre considérable de sociologie, psychologie, et aussi d'autres sujets, mais essentiellement sociologie, psychologie, une œuvre considérable, mais il ne fait qu'appliquer les thèses du premier tome, pas du second. Ça, c'est une source monumentale d'équivoques et de problèmes dans l'interprétation de Darwin. Et je pense qu'elle s'applique, cette remarque, à Hayek. Hayek se sert ou s'inspire de l'origine des espèces et pas de la filiation de l'homme. Voilà. Et oui, c'est ça. Donc, il faut savoir que la civilisation dans laquelle nous sommes, la société dans laquelle nous sommes, elle a un énorme problème avec Darwin que les puissants mettent sous le tapis. Les puissants, ce qui les intéresse, c'est qu'on parle de la sélection, de l'origine des espèces. Parce que ça permet de thématiser derrière le darwinisme social. Et il passe sous le tapis la filiation de l'homme. Là aussi, vous avez, je vais prononcer le mot, un complot pour, ben oui, je prends mes risques. Ce mot complot qui est ONI, comment vous avez prononcé le mot complot? Ben oui, je le prononce. Il y a dans la société d'aujourd'hui une réticence, et plus que ça, à parler de la filiation de l'homme, qui est le deuxième tome de Darwin. Mais là, je suis sorti de mon sujet. Mais bon, alors, sur la tradition... Si vous permettez, moi j'ai un exemple simple pour Hugo et Simon pour répondre à ce que vous avez dit. Ouais. L'organisation spontanée. Admettons, un peuple trouve l'utilisation du fer. Il passe des instruments cuivre, enfin de l'étain, etc., au fer. Qu'est-ce qui se passe? Ce peuple survit, et les peuples aux alentours qui n'ont pas cette technique, ils disparaissent. Mais avec ça, je vais en faire. Oui, mais bien sûr. C'est simplement de dire que tout est d'un ordre naturel. Ah non, après, je sais pas, mais bon, voilà, il y a trois petits exemples. Entièrement d'accord, oui. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ils conservent l'usage du fer. Ah oui, bien sûr. Alors, la tradition, donc, elle n'est pas figée. Elle peut et elle doit, bien sûr, évoluer, dit Hayek, mais dans son esprit, ces évolutions, elles sont nécessairement limitées, circonscrites et soumises au respect d'ensemble des règles et de leur cohérence. Les règles de juste conduite que j'ai énoncées tout à l'heure. Donc, il y a des évolutions possibles, mais c'est très balisé. Vas-y. Notre civilisation avance en faisant l'usage le plus complet possible de la diversité infinie des individus dans l'espèce humaine. Autre ordre spontané que distingue Hayek, c'est le marché
le marché, est un ordre spontané. Ce n'est pas un ordre naturel, c'est une construction percolée dans le temps, sédimentée par l'histoire. Et ce mécanisme de partage d'informations, eh bien, il s'est imposé au cours du temps. C'est un mécanisme efficace pour réduire quoi? Pour réduire le niveau d'information limité des acteurs, pour réduire la rationalité limitée des acteurs. C'est un mécanisme qui se substitue, qui fait le travail à la place des acteurs pour déterminer si on doit acheter un bien ou un service, celui-là plutôt qu'un autre, à tel prix ou à tel autre, ou ne pas l'acheter, etc., etc. C'est une régulation de ce type que le marché, comme ordre spontané, effectue. Hayek explique dans Droit, législation, liberté que la grande société a pris forme à la découverte du fait que les hommes peuvent vivre ensemble pacifiquement et pour le plus grand avantage de chacun, sans qu'il leur faille se mettre d'accord sur les objectifs qu'ils poursuivent, indépendamment les uns les autres. Autre ordre spontané, les prix des produits. Donc je viens de parler du marché, j'enchaîne, quelque part j'enchaîne presque naturellement. Les prix sont aussi un ordre spontané. Ils ne résultent pas d'équation, ça Hayek ne veut pas en entendre parler, mais d'un mécanisme de transmission de l'information qui permet de résoudre le problème de la dispersion des informations dans tel secteur de la société, dans tel autre, tel autre produit, etc., etc., telle circonstance, telle autre circonstance. Enfin bref, les conditions dans lesquelles les transactions s'effectuent sont innombrables et le signal prix, c'est la formule, le signal prix se charge de guider les consommateurs dans leurs décisions par rapport à un acte d'achat ou de non-achat. C'est assez incroyable pour un économiste. Hein. Et oui, et oui, et oui, et oui. Mais alors ça, l'ordre spontané pour les prix, pour tout ça, là, Tout c'est dépend un dogme, ce qu'on veut dire un par, dogme religieux. Alors, signal prix. Signal prix. Alors, c'est un dogme. C'est un dogme. C'est l'occasion de dire que l'une des particularités des thèses de Hayek, je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais moi, je suis toujours très marqué, impressionné par le fait que chez Hayek, on ne trouve pas de démonstration. Il affirme. Il affirme. Il pose des thèses. Alors, on ne peut pas rejeter ça d'un revers de main, parce qu'après tout, la philosophie, disait Althusser, ou le philosophe, disait Althusser, il pose des thèses. Bien. Mais là, on n'est pas dans de la philosophie, on est dans un entre-deux, entre de l'économie, du droit, de la science politique, de l'anthropologie, etc. Hein, on est dans un entre-deux tel que celui-là. En tout cas, des sciences humaines et sociales, on va dire. Bon, et bien, jamais on ne trouve de démonstration. Par contre, il faut faire crédit à Hayek du fait que la cohérence interne de l'ensemble des thèses qu'il pose, elle est assurée. Jusqu'à présent, elle est assurée. On peut être étonné, désappointé, et puis même en désaccord, bien entendu, en désaccord, ça va de soi, mais on ne peut pas lui retirer ça. C'est-à-dire que rien de tout cela n'est démontré, mais la cohérence interne de l'ensemble des thèses, elle est assurée.
ton voisin parlerait d'être monomaniaque, quoi. Ah ben oui, Oui, peut-être. Peut-être. Je ne me prononcerai pas. Voilà. Mais, Donc- mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par signal prix? Parce que moi, je suis assez d'accord sur cette information. Si vous achetez quelque chose, c'est que vous l'achetez au juste prix. Mais ça veut rien. Enfin, il faut voir ce que ça veut dire. Juste prix, signal prix. Bon, qu'est-ce qu'on met dedans? Sinon, ça veut rien dire. Bon, est-ce que lui, il met dedans, par exemple, la propagande, la publicité, l'intoxication? Vous voyez, je veux dire, parce qu'à un moment donné, vous achetez un parfum 100 €. Non, ou même, par exemple, le problème de Louis Vuitton, c'est qu'il faisait des malles à 800 €. Bon, c'est 1000 €, c'est colossal. Mais non, le problème, c'est que c'est pas assez cher. Parce que n'importe quel secrétaire pouvait se le faire offrir. Enfin bon, alors, voilà, le signal prix, c'est qu'il a perdu des parts de marché parce que ça devait coûter 2000 € pour... Donc, vous voyez cette intoxication qu'il y a dans le signal prix. Si vous n'achetez pas 2000 € ou la Rolex Ben, vous avez arrêté votre vie. à 5000 €, mais ça, c'est pas un signal prix spontané. C'est une construction sociale. C'est une intoxication. Alors, est-ce que lui, dedans, dans le signal prix, qu'est-ce qu'il met? Voilà, qu'est-ce qu'il met dedans? À mon avis, il met ce que vous avez dit. Parce que Ah ben, c'est moins spontané. ben, c'est moins spontané, c'est... Ou c'est la manipulation qui est spontanée. Alors, on joue sur mais les à mots. mon avis, ça rentre dedans. Oui. Hein, parce que à son époque, dans les années 40-50, eh bien, la publicité existe déjà depuis quelques dizaines d'années. Hein, Propaganda de Bernet, Édouard Bernet, ça date des années 20, hein, aux États-Unis. J'ai évoqué Bernet un jour. Donc c'est dans les années 20, Propaganda. Aux éditions Zone, vous avez une traduction. Donc, à mon avis, il connaît la publicité, etc. Tout ça, il connaît. Hein. Je le pense. Édouard Bernet. Édouard Bernet, Bernays. B-E. Bernays. Merci. Donc voilà pour les prix. On va, si vous avez, si vous souhaitez des compléments, je vous propose ça. C'est fin, vous voyez. Alors, le vocabulaire de Hayek. Ouais, non, Oui. je cherche pas à vous C'est sauver. l'information spontanée. Le vocabulaire de Hayek dans la collection Ellipse, enfin édition Ellipse, et puis même chose Ellipse, Friedrich Hayek, vie, œuvre, concept. Ce sont deux petits trucs. Que vous avez écrit. Non, non, le vocabulaire d'Hayek, c'est Laurent Francatelprost, et là, c'est Christian Elbod et Hubert Houlier. Et l'éditeur, c'est Ellipse. Ellipse, dans les deux cas. Je ne connais pas cet éditeur. Ah oui, alors Ellipse est très spécialisé dans les ouvrages pédagogiques, les manuels pour les étudiants, des choses comme ça. On le trouve quand même en librairie, mais bon, c'est plutôt dans les librairies. Vous le verrez plus, par exemple, à la librairie de la Sorbonne ici, Oui. que à Masséna. Parce qu'à la librairie de la Sorbonne, il y a plusieurs rayons pédagogiques importants. Donc, plus de chances de le trouver à la Sorbonne qu'à Masséna. Enfin, me semble-t-il, peut-être que je me trompe. Donc, voilà pour les ordres spontanés. Les positions maintenant sur l'État, la politique et la démocratie. Hayek commence par dire, pour augmenter la liberté, il faut diminuer la coercition. Donc, la liberté chez Hayek, c'est la non-coercition. Ça veut dire que ça n'est pas, par exemple, la liberté de faire
de pensée, l'épanouissement, l'enrichissement personnel, etc. C'est une liberté qui pointe plutôt vers la sécurité, vers la sûreté, vers, disons, plus vers la police que vers l'éducation nationale, pour résumer. Et la liberté, elle va de pair avec quoi? Chez Hayek, nous allons retrouver une pensée profonde du début, elle va de pair avec la propriété. Dans la Constitution de la liberté, il écrit « La coercition ne saurait être totalement évitée dans la mesure où le seul moyen de l'empêcher consiste à menacer de l'employer. » Voilà. Donc, nous allons sauter là, gentiment, 4 ou 5 pages, que vous l'aurez, voir la trace écrite. Je passe aux conclusions maintenant. En fait, on va dire que le projet de Hayek, c'est de remplacer le gouvernement des hommes par le gouvernement des lois. Le gouvernement des hommes par le gouvernement des lois. C'est donc, politiquement parlant, institutionnellement parlant, un constitutionnalisme. Ce qui pour Hayek signifie gouvernement contenu dans des limites. Voici ce qu'il a dit là-dessus dans la Constitution de la liberté. Le constitutionnalisme signifie que tout pouvoir repose sur la certitude qu'il sera exercé selon les principes communément admis et que les personnes auxquelles le pouvoir sera conféré seront choisies parce qu'on pensera qu'elles sont vraisemblablement les plus aptes à faire ce qu'il faut et non pas parce qu'on pensera que tout ce qu'elles feront sera bien. Il repose en dernier ressort sur l'idée que le pouvoir n'est finalement pas un fait physique, mais un état de l'opinion qui fait que les gens obéissent. Dans droit, liberté et législation, 13 ans plus tard, il revient pour la énième fois sur cette question des limites. C'est s'illusionner que s'attendre de ceux qui doivent leur situation, leur pouvoir de distribuer des faveurs, qu'ils se lient par des règles inflexibles prohibant tout privilège. Laisser la loi aux mains du gouvernement élu, c'est confier le pot de crème à la garde du chat. Ça me fait doucement rire, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il dit le bonhomme à la bonne place, Mario Draghi, banquier corrompu italien à la tête de la Banque Centrale Européenne pendant pas mal d'années. Juncker, président du Luxembourg, lessiveuse numéro 1 d'Argensal, un poste très important, mais tout à fait, voilà ce que ça donne quand on applique Hayek. Alors, Philippe, il a résumé, Philippe Nemo, les choses ainsi dans La Société de droit selon Hayek, paru en 1988. Les hommes politiques qui comprendront qu'ils ne doivent pas avoir d'ambition plus élevée que de protéger efficacement contre les troubles intérieurs et l'ennemi intérieur, le cadre de liberté de leurs concitoyens, seront de ce fait non seulement les vrais rivaux libéraux, mais encore les créateurs de la politique moderne et les accoucheurs du nouveau rythme de progrès civilisationnel. Alors, il faut dire quelque chose. Ces thèses de Hayek, bon, on le voit à vos réactions, elles ont quelque chose de, je sais pas, de dérangeant, de bizarre, etc. Bon, mais ce qui est positif, c'est quand même que nulle part elles n'ont été appliquées. Nulle part. La constitution de la liberté, Hayek l'a transmise à tous les dictateurs qu'il a pu connaître à son époque.
j'ai cité Pinochet, il y en a eu d'autres, dans d'autres pays sud-américains. Bon, jamais personne n'a appliqué, n'a mis en œuvre la constitution que Hayek promeut dans cet ouvrage, la constitution de la liberté. Bon, donc il y a quand même, malgré tout, dans le monde, même chez Pinochet, si j'ose dire, il y avait quand même un reste de bon sens qui lui a fait résister. C'est un reste de mafia, et ça n'intéresse pas qu'il y ait un intellectuel qui vient comme ça déballer. Non, c'est de la mafia, il est aux ordres de la CIA, il doit faire un programme, voilà. Bien sûr. Et l'idéologie, on l'a fait après. Ben, voilà, là c'est l'organisation spontanée. Oui, voilà. On fait la répression, on remet en route les investissements, et puis après on s'arrange pour faire une idéologie présentable. Voilà. L'influence de Hayek, c'est une influence particulière, spéciale. Bien que ces thèses n'aient jamais été appliquées, c'est quelqu'un que l'on invoque, dont on se réclame. Voilà. C'est un inspirateur. Par exemple, en France, Raymond Barre a été un traducteur de Hayek. Il a essayé de se situer dans la continuité de Hayek quand il était Premier ministre. On a vu ce que ça a donné, et pas grand-chose à vrai dire, mais son discours d'économiste était assez proche de Hayek. Il a traduit un livre de Hayek. Il y en a un plus proche de Premier ministre en France, c'est Édouard Philippe, qui, dans une réunion d'un organisme officiel lorsqu'il était Premier ministre, a déclaré que l'un de ses maîtres, c'était Friedrich Hayek. Bon. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je pense que Macron, bien qu'il n'ait jamais exprimé ses vues, son sentiment personnel par rapport à Friedrich Hayek, je pense qu'il est beaucoup plus proche de Friedrich Hayek, le président de la République, que de tout autre penseur du XXe siècle. Son action peut beaucoup plus facilement être interprétée sous la lumière, sous l'éclairage des thèses de Hayek, que sous l'éclairage de la pensée de Ricoeur, etc. Il est de bon ton de lui prêter une complicité intellectuelle avec Paul Ricoeur et avec d'autres, hein, je ne sais plus. Bon, non, je pense que c'est plutôt Hayek qu'il faut aller chercher. Bon, donc c'est une influence diffuse, finalement assez faible sur le plan pratique, heureusement pour nous, ai-je envie de dire, parce que je suis allé pas aussi loin que ce que j'avais prévu, mais vous verrez dans la trace écrite, si ça vous intéresse, vous verrez le nombre de prises de position sulfureuses de Hayek, c'est très important. Je précise que je suis loyal à l'égard de lui, hein, je présente sa pensée. Mais c'est intéressant de revoir ce qui s'est passé à l'époque, quand vous parlez de Thatcher et de Reagan, voir la situation de l'époque. Bon, j'habitais en Grande-Bretagne, etc. Et il y a le problème, c'est que la société devenait figée. C'est-à-dire que les syndicats et le Labour Party étaient arrivés à régir presque tous les aspects de la société. Alors, un exemple sont les chantiers navals. Les chantiers navals étaient organisés de telle façon à ce que si, par exemple, un peintre, comme ça, il y avait quelque chose qui le dérangeait, il n'avait pas le droit
de s'en occuper. Parce que s'il commence à s'en occuper, à ce moment-là, comment dire, l'organisation, enfin, vous voyez dire, on perd ses droits. On va demander aussi, alors, ah ben, puisque tu as fait ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, vous voyez. Donc, très, très rigide. Il voit un truc, il fait un rapport. Le lendemain, le rapport est transmis à quelqu'un, qui transmet à quelqu'un, et 3 jours après, il y a l'électricien qui arrive et qui, voilà. Pendant ce temps, les Coréens, ils construisaient 10 bateaux. Vous voyez, je veux dire, enfin, c'est un exemple, hein, voilà. Donc, c'est par rapport à cette petit à petit, vous voyez, ça commence à, il y a trop de traditions, qui au départ étaient indispensables, non seulement bonnes, mais indispensables, voilà. Donc, Thatcher, elle est arrivée à ce moment-là, elle est arrivée au moment où, je ne sais pas si ça à cette époque, mais les finances de la Grande-Bretagne étaient tellement mauvaises que le FMI allait intervenir. Enfin bon, bref. Donc c'est par rapport à cette réaction. Vous voyez, je veux dire, c'est pas une démarche intellectuelle en disant ah c'est bien. Non, c'est la société. Enfin la situation était catastrophique. Le chômage augmentait très vite. Aussi les mines de charbon. Enfin tout un truc. Vous voyez, je veux dire. Voilà. Et Reagan aussi, pareil, c'est une réaction. Alors, il y avait aussi un autre phénomène maintenant qu'on oublie, et c'est aussi du temps de Giscard en France, c'est que ceux qui avaient pris le pouvoir dans ces multinationales, c'était les dirigeants, les savants. On présentait Giscard comme un type intelligent, il connaissait l'économie, enfin, bref. Et tous ces dirigeants de société, avec leurs directeurs, c'est eux qui avaient pris le pouvoir. Bon. Et l'actionnaire, lui, était considéré comme un accessoire. Donc c'est pas un détail ce que je vous dis. Et l'arrivée de Reagan aux États-Unis, c'est de remettre l'actionnaire en avant, et ça sera lui le décisionnaire. Enfin, en théorie, c'est toujours pareil, hein, il y a la théorie, après il y a la pratique, donc on ne connaît pas trop, mais voilà, c'est... Alors, ce que vous êtes... Oui, je veux dire, ce sont les productivité comme industrie navale, c'est ça que vous parliez. Chômage, les chantiers navals qui fermaient, il n'y a plus de commandes, parce que si vous voulez commander, c'est trop cher. L'industrie automobile aussi, l'industrie automobile britannique avait complètement disparu, et aujourd'hui ce sont les Indiens, les Japonais qui ont investi. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est cette période des années, fin des années 60, décennie. Oui, début des années 70. Début des années, la décennie 1970, et puis après la décennie 1980. Il y a eu le choc de 73 aussi. Hein. Alors, il y a eu le choc de 73, etc. Toute cette période, elle est caractérisée par le fait que elle commence même à la fin des années 60 aux États-Unis, caractérisée par le fait que la profitabilité des affaires est en chute. Ça c'est grave. Ça c'est très grave. Du taux de profit. Ça c'est très grave. Le taux de profit diminue. Les Américains le constatent. La stagflation. Oui, ouais. Etc. En fonction des réponses régulatrices des gouvernements. Hein. Donc le taux de profit diminue. Les Américains le constatent à la fin des années 60. Et au début des années 70, ça se propage à l'Europe. Et l'INSEE, à l'époque, publie un dossier dans les collections de l'INSEE qui acte ces évolutions mondiales et françaises, qui acte ces évolutions et qui dit « Attention, l'économie occidentale, les économies occidentales sont en train d'entrer dans un cycle long de baisse des taux moyens de profit. Et de croissance très faible, et de croissance très faible. Et qui va s'accompagner d'un tout premier commencement de délocalisation. Tout premier commencement, je dis, parce que nous sommes encore dans les années décennies 60 et 70 et les coûts de transport sont juste en train de diminuer.
ils ont commencé de diminuer dans ces années-là. Et donc le mouvement n'est pas encore achevé. Le coût des transports, c'est surtout les transports maritimes. Il y a eu la création du, on s'appelle, du conteneur. Du container. Les C'est conteneurs. à ce moment-là. 20 foot cube. C'est la Voilà, révolution. Le qui est container, organisé. la révolution C'est la révolution des coûts de transport, c'est le container avec l'intermodalité avec le train et le transport routier. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des semi-remorques qui ont une longueur standard, une largeur standard, avec des attaches standards. pour les conteneurs. Donc les grues dans les ports, les camions se présentent et pouf, on vient clipser le container. Bien. Donc la rupture de charge, elle est divisée par je ne sais pas combien. Hein. Le temps de transbordement, etc., il est divisé par un facteur X que j'ignore, mais qui est suffisant pour commencer à enclencher un mouvement de délocalisation dans le sens des entreprises qui vont vers les pays du tiers-monde, enfin, ou du Sud, et aussi de mondialisation, c'est-à-dire se pourvoir en biens et services, surtout en biens, dans les pays du Sud. Pas encore la Chine. Hein. À l'époque, ce n'est pas la Chine, c'est la Corée, des pays comme ça. Bon, le Japon, la Corée, etc. Bien. Le Mexique. Bien. La Chine va venir, va pas trop tarder d'ailleurs. Enfin, il y en a. Mais il y en a pas mal. Bon, donc il y a ce tournant. Ce tournant, il est maintenant achevé, tellement achevé que on n'hésite plus aujourd'hui à... Je parlais la fois dernière de chaîne de valeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'hésite plus à... Vous commandez quelque chose sur Amazon, eh bien, on n'hésite pas. Alors, ce quelque chose, il va partir de Chine, il va être mis sur un bateau, il va arriver dans un pays, je ne sais pas lequel, d'Europe, tout ce que vous voulez, et on va aller dénicher. Alors là, il y a une organisation derrière, hein, parce qu'il y a Amazon France qui prend le relais, etc. Et on va aller dénicher le produit que vous avez commandé, 3 semaines après, vous l'avez chez vous. Là, on retrouve Hayek avec la circulation de l'information. Vous imaginez la quantité monstrueuse d'informations pour arriver... On peut dire ça aussi. On peut aussi le ramener à ça. On peut aussi le ramener à ça. Donc, c'est ça le changement. Et on est en train de passer, on a déjà commencé de passer, on va finir là-dessus, encore une autre révolution. Ça, cette révolution, oui, je vais te donner la parole. Cette révolution, elle portait sur des biens tangibles. Hein, ça, c'est tangible. Ça, c'est tangible. Hein. Je peux le prendre dans ma main. Et maintenant, nous sommes passés à une autre révolution qui passe sur les biens intangibles. Bien sûr, les services. Les services et surtout les logiciels, les plateformes. La comptabilité, une entreprise travaille et pendant la nuit, la comptabilité est faite en Inde puisqu'eux, ils dorment à des heures. Et le matin, toute la compta est faite. Et elle est sur le bureau du directeur financier. C'est fou. Oui. Oui, je me posais une question, en vous écoutant parler, je me posais la question de savoir quelles étaient les motivations de la Banque de Suède lorsqu'elle a récompensé Hayek sur son le prix Nobel. Donc ces motivations-là, en quelque sorte, je me disais en moi-même, ça permet de faire la synthèse de notre séance, si effectivement... mais il faut les chercher. Hein, les motivations, moi je les interprète de la manière suivante. Les années 1970, le mouvement, donc je reviens sur ce que je disais, sur la baisse du taux de profit, etc.
les années 1970, le capitalisme mondial est en train de se dire qu'il faut qu'il change de braquet, qu'il change de pied. Il va mettre fin au compromis fordiste. Je vous renvoie à des conférences antérieures. Il va mettre fin au compromis fordiste, c'est-à-dire qu'il va y avoir un autre partage des bénéfices entre le capital et le travail. Et tout cela passe par des batailles diverses et variées. Il y a la bataille sociale, mettre fin au compromis fordiste, les syndicats ne vont pas se laisser faire. Il y a une bataille politique, il faut que les majorités politiques réussissent à traverser ce genre de mauvaise passe, c'est-à-dire qu'elles restent en contact avec les peuples, avec la base électorale. C'est-à-dire il faut que les gouvernements de droite réussissent à se maintenir. Bon, nous, en France, nous connaissons une exception, c'est la nôtre, c'est 1981. J'ai pas compris. Eh bien, l'exception, c'est que... 81, c'est un gouvernement de droite. Et avec Bérégovoy, vous savez que la bourse a été... Enfin, les indices boursiers sous Bérégovoy, sous Mitterrand, ça a été multiplié par 4. Oui, mais... On a privatisé des entreprises qui étaient mal en point. On les a financés, on a investi, et après on les a remis, enfin Chirac les a remis. C'est ce que Monsieur Mitterrand est un des plus grands hommes de droite. On va pas rentrer là-dedans. Il y a les syndicats et les syndicats. La vérité de sous Giscard, quand on voulait licencier une personne dans la sidérurgie, c'était impossible, il descendait avec les baramides et tout, et avec... Alors, il faut reconnaître que les socialistes ont la meilleure vaseline au monde. De 240 000 sidérurgistes, il en est resté 50 000 grâce à Mitterrand. Régis Renault, il y avait 200 000 ouvriers. Mitterrand passe par là. Je suis d'accord. Il y en a quoi? Il y en a 50 000. Je suis d'accord. Non, mais vous comprenez un truc là. Mais Mitterrand nous a été vendu comme un gouvernement de gauche. Et il a commencé le juste prix, alors tout dépend comment on vous présente le truc. Le juste prix, vous savez que pour les parfums, vous avez vu la belle publicité, le coût de production c'est 4%. Oui, c'est ça. 4%. Mais le problème, c'est que... Vous devrez acheter les parfums à 4% du prix. Tout le reste, c'est la publicité et les bénéfices. Vous n'en vendrez plus un seul. Ça ne fera plus rêver. Voilà. Si vous ne vendez pas 100 €... Ouais. Donc, la semaine prochaine, séance de synthèse pour réfléchir sur la suite. Et je vais m'organiser qu'il y a quand même un petit chauffage dans la pièce. Parce que moi, je suis dans un état, je sais pas.